Ok, nous allons juste patienter. Bon, je vois déjà. Est-ce que vous m'écoutez? Ceux qui se connectent là. Vous m'écoutez? Faites juste un signe par message pour que je puisse aussi savoir. Ok. Donc, en fait, je pense qu'on avait un rendez-vous à 15 heures du Cameroun. Et là, maintenant, il est déjà pratiquement 15h08. En fait, c'était une simple petite discussion que nous avons décidé de. Enfin, c'est pas comme un débat, c'est juste pour essayer aussi de voir, compte tenu de la situation actuelle des choses avec ce coronavirus, euh, le fait qu'on soit aussi confiné. Déjà, moi, personnellement, ça me fatigue vraiment. Ça me fatigue. Donc, du coup, chaque jour, j'essaie aussi de réfléchir à mon niveau, comment est-ce qu'on peut faire pour stopper déjà cette saleté de Covid-19. D'ailleurs, même l'OMS aussi a même lancé, a recommandé aussi à tous ceux qui ont une connaissance dans le domaine de la santé, la biologie et tout, qu'ils peuvent mettre aussi la main à la pâte parce qu'il semble vraiment que c'est quelque chose qui frappe déjà tous les secteurs. Et certains même aussi ont développé, et je vois Elodie, ouais, certains même aussi ont développé certaines petites maladies psychologiques. Et donc, du coup, voilà pourquoi aussi il est important de, de causer de ça, de parler, histoire de voir aussi ce qu'on peut faire à notre petit niveau. Donc, déjà, je ne suis pas un médecin. Je ne suis pas médecin. Bon, c'est vrai, j'ai fait biologie animale euh, quand j'étais dans mon pays au Cameroun. Je suis camerounais. Et moi, c'est Patrick Ndongo. Je suis plus spécialisé dans le secteur de la protection de l'environnement. Mais aussi les petites connaissances que j'ai eu à faire à l'université au Cameroun, c'est-à-dire la biologie, ça me permet aussi d'apparaître sur cette petite casquette. Mais c'est pas comme si je viens donner cours ou je viens donner une solution, ou même c'est pas comme si je venais concrétiser les mesures qui ont été prises par nos autorités administratives africaines des pays africains. Donc, j'ai dans mes recherches ou alors dans mes lectures, je me suis posé aussi la question à savoir, vous pouvez même lire le thème de la discussion, et si l'immunité de groupe était la solution adaptée au contexte africain pour combattre le Covid-19. Euh, Déjà, je vais essayer d'être très rapide parce qu'il s'agit aussi il s'agit quand même les gens sont assez fatigués. Ils ont eu suivre le Covid-19 chaque fois à la télévision. Comme moi, je ne suis même plus France 24. Enfin,
quand j'ai le courage, et lorsque je vais simplement connaître un peu les statistiques, je peux suivre. Donc déjà, je peux comprendre que beaucoup de personnes puissent aussi s'ennuyer ici. Mais nous allons essayer de faire rapidement. Donc, je vais essayer de structurer ceci. Je vais d'abord parler en gros de ce qu'on entend par un virus. Qu'est-ce qu'un virus? Essayer d'expliquer cela. Essayer de dire comment est-ce qu'il attaque un organisme. Et essayer aussi, par exemple, de parler dans en deuxième partie de l'immunité de grâce, de l'immunité et l'Afrique, qui est beaucoup plus ce sur quoi j'ai pensé ma problématique. Donc, je vais donc commencer par parler d'abord du virus. En fait, en biologie, les biologies en général ont estimé que les êtres vivants, animaux ou végétaux, sont, donc c'est-à-dire les humains, les animaux, les végétaux, sont constitués des cellules. C'est-à-dire la cellule, c'est quoi? La cellule, c'est une toute petite entité vivante qui permet le fonctionnement d'un organisme en gros. Et donc, du coup, ces êtres vivants, animaux ou végétaux et les êtres humains sont donc constitués de cellules. Et dans ces cellules, il y a ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN qui est, c'est-à-dire s'il faut décomposer le nom, c'est l'acide désoxyribonucléique. Et l'ADN, c'est quoi? C'est juste une molécule biologique qui permet le développement, qui permet la reproduction et qui permet le fonctionnement d'une cellule. Donc, du coup, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que la cellule est donc constituée d'ADN. Et c'est ça qui permet à la cellule d'effectuer ce qu'on appelle, c'est-à-dire de se multiplier en cellules filles, en deux cellules filles. Voilà pourquoi on appelle ce phénomène la mitose. Donc la particularité de la cellule, c'est quoi? La particularité de la cellule, c'est qu'elle peut se reproduire. Ça, c'est la particularité de la cellule. C'est vrai, il y a certaines bactéries aussi qui peuvent effectuer la multiplication. Qui peuvent faire la multiplication. Il y a aussi des bactéries qui n'ont qu'une cellule qu'on appelle les intracellulaires. Mais bon, là n'est pas... Dites-moi si vous m'entendez, s'il vous plaît. C'est ça le plus important. Je ne sais pas si le micro fonctionne. Donc, si vous m'entendez, pardon, faites-moi signe. Si vous ne m'entendez pas aussi, faites-moi signe. Donc, je disais donc... Ok, je disais donc tantôt, la cellule est donc constituée de ce qu'on appelle l'ADN. Et c'est cet ADN qui permet la reproduction de la cellule. Donc, c'est cet ADN qui détermine même qui est l'une des caractéristiques de la cellule, cette reproduction qu'on appelle la mitose. Maintenant, les virus ne peuvent pas... Ok, d'accord, Bachirou. Salut, Bachirou. Donc, les virus ne peuvent donc pas ne peuvent pas se multiplier. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas faire le phénomène de mitose. Voilà pourquoi certains biologistes aussi estiment que les virus ne sont pas des êtres vivants, parce qu'ils ne sont pas capables seuls de se multiplier. Donc, je rappelle que le thème que j'essaye, enfin, la petite discussion que je fais là maintenant, c'est pas, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un médecin, c'est pas une solution que je viens apporter, c'est juste une ouverture, on ouvre juste un débat parce que, comme je disais tantôt, ce virus a chamboulé le système de vie de tout un chacun. Particulièrement, moi, je suis déjà fatigué de rester vraiment enfermé. Là, tu es dans ton appartement, tu n'es qu'enfermé. Il y a beaucoup d'activités actuellement, le beau temps a commencé et il y a beaucoup d'activités qu'on devait faire, que moi particulièrement je devais faire, mais je suis obligé de bloquer. Donc du coup, je ne sais pas, parfois je me sens incapable, je me dis qu'est-ce qu'il peut faire pour que vraiment ce virus puisse s'arrêter. Donc voilà pourquoi j'ai donc soulevé ce débat et je sais que parce que j'ai invité aussi des gens qui sont aussi calés sur cette question,
qui pourront nous éclairer et donner aussi leurs suggestions. Donc, je rappelle donc que je suis en train de parler de l'immunité de groupe, si c'est une bonne solution adaptée au contexte africain. Et pour parler de l'immunité de groupe, je commence d'abord par parler de ce qu'on entend par un virus. Donc, j'ai donc dit que la cellule, tous les êtres vivants sont constitués de cellules. Et dans cette cellule, il y a ce qu'on appelle l'ADN. C'est cet ADN qui permet aux cellules de se multiplier. Or, le virus ne peut pas faire cette multiplication. Donc, du coup, voilà pourquoi je disais donc, voilà pourquoi les biologistes estiment que le virus n'est pas un être vivant. Parce qu'il ne peut pas se multiplier. Il est dépourvu. Bon, c'est vrai, il y a les virus qui ont l'ADN, qui ont l'ARN, mais ce brin, c'est un brin presque obsolète. Donc, ce n'est pas vraiment comme celle de la cellule. Alors, comment est-ce que le virus attaque? Parce qu'il faut dire que je commence à préciser que le COVID-19, c'est la maladie. Mais le virus qui entraîne le COVID-19, c'est le SARS-CoV-2. Un peu comme le VIH. Le VIH, le sida, c'est la maladie causée par le virus qu'on appelle le VIH. Donc, comment est-ce que le virus attaque les organismes? Bon, je ne vais pas entrer vraiment dans les détails parce que je suis aussi un virologue. J'ai dit, c'est vrai, je suis un biologiste parce que j'ai été formé aussi, j'ai fait des études de biologie. Mais je ne peux pas entrer aussi dans les détails. C'est seulement qu'il y a pratiquement 6 étapes. Il y a ce qu'on appelle l'attachement, il y a la pénétration, il y a la décapsidation, il y a la réplication, il y a l'assemblage et il y a la libération. Mais je vais beaucoup plus paraphraser ça. Je vais dire que lorsque le virus est déjà introduit dans la cellule, parce que le virus n'a pas d'ADN, l'acide désoxyribonucléique, c'est-à-dire la molécule qui permet le bon fonctionnement d'une cellule. Le virus n'a pas ça. Donc, qu'est-ce que le virus fait? Le virus va maintenant s'introduire dans l'ADN avec toutes les étapes, attachement, pénétration, décapsidation. Le virus va maintenant s'infiltrer dans la cellule et le virus va détourner, c'est-à-dire va détourner l'ADN de la cellule de telle manière que la cellule, en fait, l'ADN de la cellule qui constitue à permettre à la cellule de se reproduire, va plutôt reproduire des virions. Donc, c'est dans ces virions, maintenant, ça y est, la cellule, au lieu de permettre le bon fonctionnement, comme elle a l'habitude de faire pour l'organisme, va plutôt permettre le bon fonctionnement, c'est-à-dire multiplier des virus filles, qu'on appelle des virions. Donc, c'est même pour cela que les biologistes disent que ces virions, maintenant, peuvent être qualifiés d'êtres vivants parce que là, à ce moment, ils auront déjà le matériel génétique qui est l'ADN. Et cet ADN, maintenant, avec ce matériel génétique, ils peuvent maintenant se reproduire et maintenant se déplacer même. Parce que là, lorsqu'ils vont avoir la maturation, après l'assemblage et la maturation, il y aura simplement la libération. C'est-à-dire qu'ils vont sortir de la cellule maintenant et attaquer l'organisme. Donc, en fait, le virus a donc besoin simplement d'un hôte, comme un peu le virus du COVID-19, qui est un virus zoonotique, c'est-à-dire c'est un virus, d'abord son hôte, ce sont les animaux. Donc, c'est pour ça qu'on parle de zoonotique. Et du coup, c'est vrai, donc c'est à partir donc des animaux, il acquiert maintenant cette capacité maintenant de pouvoir être mobile, de pouvoir être actif. Parce que quand il n'est pas dans un autre, il est presque inerte. Voilà pourquoi quand on dit que nous devons protéger nos mains, par exemple, on protège nos mains. Si, et je prends un exemple, tu as des gants et que tu touches et que tu as touché une surface qui est contaminée par un virus, déjà le virus qui est sur cette surface est inactif. Mais quand tu vas toucher cette surface, le virus, évidemment, va rester au niveau de ton gant. Il aura juste besoin des voies d'entrée, c'est-à-dire par exemple les yeux, la bouche et tout. Mais tant qu'il est dans ces surfaces, des surfaces qui sont inertes pour son milieu, il n'est pas actif. Alors là, je vais essayer de parler donc comme je parlais tantôt, du virus qui attaque dans le système, qui attaque dans la cellule, qui prend l'ADN de la cellule et qui permet maintenant que l'ADN, grâce à son ADN, il puisse maintenant se propager. Donc du coup, on se pose dans la question,
quel est le système que le virus, le COVID-19 attaque? Le COVID-19 attaque, euh, le COVID-19 attaque le système respiratoire. C'est-à-dire, il attaque les cellules au niveau qui sont au niveau de l'alvéole pulmonaire. Et donc, c'est pour cela que les individus qui ont un peu ce problème, quand c'est déjà des cas très avancés, ont des détresses respiratoires. Donc, c'est ça. En fait, le virus cherche, attaque juste un autre précis. Voilà pourquoi on parle de virus spécialisés. Ils attaquent juste un autre précis. Et lorsqu'il attaque l'autre précis, directement, il devient actif. Parce qu'il va incorporer l'ADN de cette cellule et il va commencer en fait, à détruire les anticorps ou alors détruire déjà l'organisme. Alors, maintenant, le sujet, si vous avez des questions, vous pouvez essayer de poser. C'est pas comme si on faisait conseil aussi de, de passer aussi. C'est pas comme si on, c'est pas comme si on faisait un cours, c'est pas comme si je faisais un cours. On essaie aussi de passer un peu le temps, mais aussi de réfléchir, parce que cette situation est vraiment aussi fatigante. Personnellement, elle est fatigante, vraiment. La partie qui est dans la deuxième partie, après avoir parlé donc du virus, je ne vais pas être long vraiment, après avoir parlé du virus, j'entre maintenant sur l'immunité et l'Afrique. L'immunité et l'Afrique. Qu'est-ce qu'on entend par l'immunité? En fait, l'immunité, c'est un peu la capacité à un organisme à pouvoir résister de façon naturelle ou acquise. Ces deux expressions, ces deux mots sont importants. De façon naturelle ou acquise à des substances étrangères ou alors à des agents infectieux. Les agents infectieux, ça peut être les bactéries, les parasites et les virus. Alors, vu que l'immunité, c'est la capacité d'un organisme à pouvoir résister de façon naturelle et acquise. Est-ce que Qu'est-ce qu'on entend donc par l'immunité de groupe? Parce que moi, en fait, j'ai posé la question dans cette petite discussion, c'est et si l'immunité de groupe était la solution adaptée au contexte africain pour combattre le COVID-19? J'ai défini ce que c'est que l'immunité, qui est la capacité à un organisme à pouvoir résister de façon naturelle ou acquise à un agent infectieux. Maintenant, l'immunité de groupe, le principe de l'immunité de groupe, c'est quoi? En fait, le principe de l'immunité de groupe, c'est juste un phénomène qui consiste simplement à enrayer, c'est-à-dire c'est un phénomène qui consiste à enrayer la propagation d'un agent, d'un virus, disons d'un virus, qui consiste à enrayer la propagation d'un virus par un système d'immunisation, c'est-à-dire c'est un phénomène au cours duquel le virus ne peut pas se propager lorsque le nombre d'individus, le seuil d'immunisation dans une zone donnée ou dans une population a été atteint. Soit une population de 100 personnes et que le virus se trouve dans cette population et que cette population n'est pas immunisée, c'est normal que le virus fasse des catastrophes. Mais si on est dans une population, qui est immunisée, le virus aura des difficultés à se propager. Donc en fait, l'immunité de groupe, c'est un phénomène au cours duquel le virus, c'est un phénomène qui permet d'enrayer la propagation d'un virus par des individus ayant acquis l'immunité de façon qui ont été acquis l'immunité, entre parenthèses, par un vaccin ou alors qui ont contracté la maladie et qui ont guéri ou alors qui ont contracté la maladie et qui n'ont pas manifesté des signes. Ils n'ont pas manifesté des signes. Moi, maintenant, je me suis donc posé la question, est-ce que ce principe, ce phénomène ne peut pas être appliqué en Afrique, vu que l'immunité de groupe consiste, c'est vrai, l'immunité de groupe consiste
à faire de telle manière qu'un grand nombre d'individus puissent tomber malades afin d'atteindre le seuil d'immunité. C'est-à-dire, ouais. Donc, c'est-à-dire un grand nombre d'individus puissent tomber malades afin d'atteindre le seuil d'immunité. Maintenant, certaines personnes m'ont dit, parce que j'ai aussi une page protection de l'environnement, certaines personnes m'ont dit, oh, bon, ça c'est un système qui ne peut pas, ils ont donné des raisons, c'est un système qui ne peut pas s'appliquer vraiment en Afrique et tout. Ils ont donné des raisons aussi légitimes. Déjà, moi, je ne viens pas ici pour dire que c'est la meilleure solution. Moi, je ne viens pas pour dire si c'est la meilleure solution, mais je viens juste pour essayer de parler sur des théories scientifiques et qui ont déjà été été appliquées et sur le contexte réel de l'Afrique. Donc, cette technique qui consiste vraiment, c'est qu'un grand nombre d'individus puissent tomber malades afin d'atteindre le seuil d'immunité, a simplement pour but d'empêcher la création des nouveaux foyers. C'est le nouveau foyer du virus. C'est ça, en fait, le but de l'immunité de groupe. C'est d'empêcher la création de nouveaux foyers. Alors, est-ce que cette technique peut être appliquée en Afrique? Si vous avez des questions, vous pouvez poser aussi. C'est juste que je ne vais pas aussi je ne vais pas mettre long, c'est juste pour parler aussi de ça. Est-ce que cette technique peut être appliquée en Afrique, l'immunité de groupe? Alors, je ne prends pas de position, je ne concrétise pas les mesures qui ont été prises par les gouvernements africains et je ne fais pas comme si c'est une solution que j'apporte. Je répète, et je ne suis pas médecin, donc c'est pas, nous discutons, je soulève juste ma part de problématique. Est-ce que cela peut être appliqué en Afrique? Bon, beaucoup de personnes m'ont déjà écrit, m'ont dit ça ne peut pas être appliqué en Afrique. Ils ont donné des raisons sur ma page, ils ont donné plusieurs raisons. Moi, je vais essayer de parler de montrer juste les petits signes que ça peut être appliqué. Bon, enfin, l'Afrique a presque les conditions favorables pour cela. Premièrement, la première chose là, c'est pas vraiment trop scientifique, c'est économique. Je parle du premier volet économique. Comment est-ce qu'on peut... Le continent africain, il est assez difficile. Déjà, le taux de chômage dans le continent africain, dans beaucoup de pays d'Afrique, est inférieur à environ 20-30% officiellement. Et des 70% qui restent, plusieurs vivent de petits métiers. Ça, les gens, ils se débrouillent. Cela signifie qu'il y a beaucoup qui vivent au jour le jour. Il y a certaines zones où des individus vivent avec $1 la journée. C'est-à-dire vivre au jour le jour. Cela signifie donc appliquer donc l'immunité, appliquer le confinement dans cette zone demande premièrement d'abord une organisation économique. Je ne vais pas entrer dans le domaine économique vraiment profondément parce que ce n'est pas trop mon domaine. Mais je prends d'abord le cas des écoles. Je prends le cas des gens qui ont des emplois qui sont presque des emplois qu'on appelle la débrouillardise dans le jargon camerounais. Si ces individus si on applique le confinement tel que c'est pratiqué en Europe, c'est-à-dire France, Italie, il est assez difficile de voir comment ces individus pourront se nourrir. C'est-à-dire parce qu'ils font des emplois entre guillemets pas vraiment déclarés. Donc, je ne sais pas si le gouvernement subventionne, je ne sais pas comment ça se passe. Mais c'est pas vraiment comme si ils pourront avoir une compensation à l'immédiat. Donc, du coup, comment est-ce que ces individus pourront faire pour se nourrir? Je ne sais pas, ça sera assez difficile. Comment est-ce qu'ils vont faire pour se nourrir? Il y a aussi, pour ceux qui sont
déjà pour l'info, la fibre optique n'est pas assez développée dans plusieurs pays africains. C'est pas assez développé. Qu'est-ce que j'entends par fibre optique? Je parle un peu dans le système informatique. L'immunité sociale, parce que le fait. Ok, j'ai lu la question de Ludo, l'immunité de vous demande un accompagnement technique social, médical, parce que le fait dans de nombreux pays d'Afrique actuellement où un vrai confinement n'est pas en cours, l'immunité de vous n'est peut-être pas déjà dansé. Ok, Ludo, justement, ce que je suis juste en train de faire. C'est comme posté là, j'ai posé la question si l'immunité de groupe n'est pas la solution adaptée au contexte africain. Et je ne prends pas de position et je ne concrétise pas ce que nos autorités africaines ont déjà pris comme solution. Mais je dis juste que j'essaie juste aussi de montrer que l'Afrique a, dans ta question, on rejoint ce que je suis en train de faire. Donc, l'Afrique a presque des conditions favorables pour cette immunité de groupe. Parce que j'étais en train de parler sur le plan économique. Dans le plan économique, je parlais du chômage. Il y a beaucoup parmi nos frères en Afrique qui n'ont pas assez d'emplois qui sont, c'est-à-dire déclarés, qu'il y a des gens qui font des emplois au jour le jour. Il y a certains qui font des boulots, ils se lèvent, ils lavent la voiture, dans les laveries et tout. Ce ne sont pas des boulots vraiment, genre, qui peuvent être couverts par soit le ministère de l'Emploi, je ne sais pas. Donc, même si ces mesures sont prises et qu'ils pourront être compensés, déjà, ils pourront peut-être être compensés après une semaine. Donc, pendant cette une semaine, comment est-ce qu'ils vont se nourrir? Comment est-ce qu'ils vont faire? Deuxièmement, je parlais de la fibre optique. Elle n'est pas assez dépassée. Même ceux qui travaillent maintenant, beaucoup n'ont pas l'informatique. L'informatique n'est pas assez développée, c'est-à-dire le système informatique n'est pas assez développé. Et du coup, il est assez difficile de pratiquer le télétravail, c'est-à-dire le boulot à distance. Par exemple, moi, ici, je suis en Europe du Nord. Ça fait longtemps, moi, je ne sors pas de chez moi. Je bosse à distance. À partir de mon Mac, je bosse. Mais ce n'est pas quelque chose qui est courant dans toutes les entreprises en Afrique. Déjà, comme j'ai dit, la plupart de la population, le taux de chômage est dans les 30% officiellement. Et je m'en tiens aux statistiques officielles. Le taux de chômage est de 30%. 70 autres pourcents, il y a par exemple 20% qui sont dans le secteur informel. Donc, ces 20% qui sont dans le secteur informel, bonsoir Roland Nana, ces 20% qui sont dans le secteur informel ne peuvent pas facilement faire pratiquer le télétravail. Ils ne peuvent pas bosser à distance. Donc, et même aussi, même pour nos fonctionnaires, beaucoup de fonctionnaires ne peuvent pas aussi bosser à distance. C'est pas assez. Le confinement en Europe, ils peuvent le faire, ils le font, parce qu'il y a des structures, tu tournes. Moi, je bosse toujours. Je ne sors pas, mais je bosse toujours. Et beaucoup parmi nous ici font cela, ils bossent toujours. Et même ceux qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des boulots où il faut vraiment bosser à distance, ils sont presque en chômage, au chômage. Or, en Afrique, la grande majorité ne peut pas pratiquer un boulot qu'on fait en distance parce que la fibre optique n'est pas assez développée, c'est-à-dire le système informatique n'est pas développé. Comment est-ce qu'on peut donc est-ce qu'on peut adapter ce confinement style européen à l'Afrique, à l'Afrique? C'est la question que je me pose. Maintenant, je prends l'éducation. Ici, les étudiants, ils font des cours à distance. Là où moi je suis ici, ils font des cours à distance, comme si de rien n'était. Les enseignants font des cours parce que le réseau, le Wi-Fi est bien développé. Mais en Afrique et dans beaucoup de pays africains, les cours sont en stand-by. Bon, j'ai suivi qu'il y a un pays africain où ils ont commencé des cours à partir de la télé et de la radio. C'est assez difficile. Bon, si c'est à la radio, comment est-ce que les cours de mathématiques pourront se faire? Comment est-ce que les cours de technologie, ceux qui sont au lycée, bon, ceux qui sont à l'université, ça se passe comment et tout. Donc, c'est un peu compliqué, mais je suppose il y a une solution toujours. Ça, c'est le côté déjà économique. Donc, je me dis, est-ce que vraiment, de façon pragmatique, c'est euh, Imeku, est-il prouvé que celui qui a été malade est vraiment immunisé et ne peut se recontaminer? Déjà,
Déjà, je ne peux pas te dire qu'il a été prouvé, mais en principe, lorsque tu as contracté le virus, tu ne peux pas, il est, il est vraiment assez difficile c'est-à-dire de rechuter. Voilà pourquoi je suis en train de montrer que l'Afrique, l'immunité de groupe peut, bon, est-ce que c'est la solution en Afrique ou pas? Et j'essaye de prendre, j'ai pris le côté économique pour montrer que est-ce que le confinement style européen peut marcher avec l'Afrique. Déjà, je montre que c'est assez difficile. Je prends maintenant le côté climat, au niveau du climat. En Afrique, il y a 4 types de climat. C'est-à-dire au niveau de l'équateur, parce que le climat en Afrique est traversé au niveau de l'équateur. Et au niveau de l'équateur, au niveau donc de l'Afrique, il y a le climat chaud et humide qui est presque à l'équateur. Il y a le climat tropical qui est entre l'équateur et euh, bref, j'oublie déjà ça, et les tropiques. Il y a les climats chauds et arides qui sont autour des tropiques. Et il y a les climats tempérés. Donc, du coup, si on constate bien, quand on voit ces 4 types de climats, chaud et humide, tropical, chaud et humide, tropical, euh, euh, humide et chaud et aride et tempéré, on se rend compte que c'est le climat chaud qui domine. Maintenant, confiner des individus pendant, disons, 2 semaines, style européen, c'est-à-dire, comme on dit là, vous êtes confiné vraiment, style européen pendant 2 heures, pendant 2 semaines, dans un climat chaud. Déjà en Afrique, beaucoup de personnes n'ont pas vraiment des maisons huppées. Comme je disais tantôt, le taux de chômage, le sous-emploi, donc du coup, tu ne peux pas avoir de l'emploi et te construire des grosses maisons. Cela signifie que la plupart ont des maisons vraiment, entre guillemets, modestes et bon, qui sont. Donc, il fait chaud. Et dit à des individus de rester dans une même part, nous-mêmes qui sommes ici en Europe, nous avons l'avantage qu'on est actuellement confinés parce que l'hiver, moi qui est en Europe du Nord, l'hiver vient de se terminer, nous sommes au printemps. Mais jusqu'à présent, nous portons tous les blousons, donc il fait toujours un peu froid. Donc du coup, même si on dit même qu'il n'y a pas, il y a pas de confinement, c'est pas comme si les gens vont s'asseoir, prendre le beau soleil. Non, il y a toujours un petit froid. L'été commence en juin. Mais déjà, on peut déjà avoir des signes que les gens n'arrivent pas à supporter. En France, nous voyons déjà des gens qui commencent à dire qu'il fait déjà beau temps. Il a fait 2 semaines. C'est pas facile pour lui. Or, le climat n'est pas si chaud comme en Afrique. Or, en Afrique, il fait chaud. Non seulement il fait chaud, déjà, tu vis au jour le jour l'emploi. Ton emploi, c'est au jour le jour. Mais tu as encore la maison où il fait chaud. La température est tellement ici élevée. Il y a des zones comme euh, euh, dans les zones arides, vers le Niger, le nord, les températures parfois atteignent les 40. Donc, du coup, les individus qui vivent, vous les dites maintenant de rester, ne pas sortir, rester chez vous. C'est comme si on te mettait dans une flamme de feu et qu'on te demande que reste là, tu ne peux pas te balader. Le contexte est vraiment aussi, ça peut être difficile. Bon, déjà, les spécialistes ont estimé que c'est faisable, mais moi aussi, je me dis, parce que moi ici, je suis juste ici, mais j'ai l'impression que j'étouffe à mon petit niveau, alors que nous ne sommes pas encore à l'hiver, nous ne sommes pas encore à l'été. Donc, il y a certaines maisons où les individus vivent à 4, à 5, à 6, à 7, à 8. C'est c'est compliqué. Et quand il y a plusieurs personnes dans un endroit, ils dégagent encore plus de chaleur. Et du coup, donc, et c'est compliqué. Moi, je me dis. Donc, les climats qui sont en Afrique, dominés par les climats chauds, ne permettent pas. Bon, c'est difficile. Rendre aussi ce confinement assez difficile. Ça c'est la deuxième raison que je me dis, est-ce que cette technique de confinement est bonne pour l'Afrique? Est-ce que l'immunité de groupe n'était pas la solution? Troisième chose, maintenant, l'immunité. Les gens m'ont dit, oh, le système, les hôpitaux en Afrique, et avec l'immunité de groupe, beaucoup de personnes vont tomber malades. Et lorsqu'ils vont tomber malades, les hôpitaux seront surchargés et tout, tout, tout. Je vais aussi rappeler que le continent européen, ici, ils ont beaucoup de cas parce que déjà, en France, l'âge moyen, c'est 41 ans, l'âge moyen.
En Allemagne, 41 ans. En Italie, je pense que c'est 42 ou 43. Dans tout le continent européen, l'âge moyen, c'est dans les... En 2003, c'était dans 47,5. Et il y a des spécialistes qui ont estimé qu'en 2050, l'âge moyen en Europe sera de 60 ans. Donc, c'est une population vraiment assez vieille. Et des individus qui sont vieux ont aussi un système immunitaire qui n'est pas assez résistant. Maintenant, on va en Afrique. Le Niger et l'Ouganda sont les deux pays les plus jeunes du monde. C'est-à-dire les plus jeunes du monde, c'est-à-dire ils ont 49% de la population a moins de 15 ans. En 2012, l'âge médian en Afrique, c'était de 20 ans. Donc, le continent africain est tellement jeune, c'est-à-dire de telle manière que l'âge 41% de la population a moins de 15 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au début, quand le Covid-19 a commencé, quand ici chez nous, on protégeait beaucoup plus les vieux, les personnes déjà âgées de 55, 60, et on les demandait, on essayait de faire qu'ils ne soient pas en contact avec les enfants, parce que les enfants étaient des porteurs sains, des porteurs asymptomatiques. La population africaine est une population jeune. Cela signifie que la population africaine a un système immunitaire acquis. Comme j'ai défini l'immunité comme étant la capacité à un organisme à pouvoir résister de façon naturelle ou acquise. Donc, les individus, les jeunes ont une population qui est assez jeune, a cette capacité. Maintenant, si avec cette population qui est assez jeune, on pratique l'immunité de groupe, parce que ici, même ici en Europe, en France, lorsqu'on dit, lorsque vous avez des symptômes, que vous sentez la fièvre, la toux, restez chez vous. En principe, c'est ce que les spécialistes disent. En principe, les symptômes vont après quelques jours. Donc, après un long repos, les symptômes partent. Mais si la fièvre persiste et que la toux, le respiration persiste, appelez tel numéro vert. Ça veut dire, moi j'insiste, je prends la première phrase. Si vous avez des symptômes, c'est-à-dire la toux, machin, la toux, la fièvre, et la toux et la fièvre, restez chez vous. Après un bon repos, les symptômes devraient disparaître. Ça ne disparaît pas lorsque déjà le virus, parce que j'ai écrit un essai dans ma page protection de l'environnement où j'ai montré qu'en Afrique, la pollution de l'air qui est en Afrique, la pollution de l'air, comment je peux dire, la pollution de l'air catalyse c'est-à-dire catalyse aussi les attaques respiratoires lorsque le Covid-19 arrive. Parce que dans l'air, il y a des molécules, par exemple des molécules de dioxine. Et le virus dans l'air s'agrippe à ces molécules de dioxine. D'abord, ces molécules de dioxine, déjà, lorsqu'on respire ça, ça affaiblit déjà le système immunitaire. Le système immunitaire devient vulnérable aux maladies, aux virus qui attaquent, aux virus respiratoires, comme le SARS-CoV-2, qui est le coronavirus. Et donc, c'est lorsque ce virus s'agrippe maintenant, ce virus maintenant, Caroline, tu n'écoutes pas? Est-ce que les autres m'écoutent? Ok. Donc, je disais donc tantôt, lorsque le virus s'agrippe maintenant au niveau de l'air qui est pollué, enfin, les molécules d'air qui polluent l'air, beaucoup plus dans les pays aussi africains, on constate que il y a le gasoil qu'on utilise là, c'est un gasoil qui contient de dioxine. Et ce gasoil-là, maintenant aussi, lorsqu'on respire ça, ça entraîne la faiblesse respiratoire. Et donc, ça rend notre système vulnérable aux maladies respiratoires. Comme c'est quand le COVID arrive, il attaque directement. Bon, on constate ici, les Italiens et tout sont beaucoup plus attaqués. Certains sont des pays aussi assez industrialisés où la pollution de l'air est aussi assez forte. Donc, du coup, les individus, même nous, parce que nous respirons ça, nous avons déjà ces problèmes respiratoires. Donc, quand ça arrive, c'est compliqué. Mais, en gros, quand les spécialistes parlent, ils te disent, lorsque tu as les fièvres et tout,
ne va pas à l'hôpital, reste chez toi. En fait, quand on te dit reste chez toi, c'est qu'on estime que avec ton système immunitaire, c'est-à-dire l'immunité naturelle, ce que j'attends par l'immunité naturelle, pas l'immunité acquise, les symptômes vont partir. Alors les jeunes ont cette immunité naturelle à faire partie des symptômes. Ou alors, ils peuvent avoir la maladie. C'est bon, on a vu un cas de 16 ans qui est mort en France et un petit bébé aux États-Unis, mais c'est vrai, ça nécessite, il n'y a pas d'exception, mais c'est en général. C'est les jeunes, lorsqu'ils attrapent ces maladies, de façon naturelle, parfois, ils portent des symptômes, ou alors ils ne font pas les symptômes, mais ils transmettent la maladie. Et ils transmettent la maladie aux personnes qui ont un système très faible. Et généralement, c'est aussi les personnes aussi assez âgées. Donc, il faut faire comme la Turquie a décidé. La Turquie a fait quoi? La Turquie, ils ne pratique pas l'immunité de groupe, mais la Turquie a décidé que les personnes qui ont à partir de 55-60 ans devraient éviter les déplacements. Donc, en Afrique, je me dis, est-ce qu'on ne peut pas, avec cette population qui est jeune, les mecs, c'est-à-dire permettre que les activités puissent, je ne dis pas que c'est la bonne, permettre que la population circule, parce qu'eux, ils peuvent porter, ils sont des porteurs sains. Le virus maintenant, c'est un peu comme le cas, comme la grippe saisonnière. On va voir 20 à 30% des personnes attrapent la grippe saisonnière. Les 70% des personnes n'attrapent pas la grippe saisonnière. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà, soit ils ont déjà attrapé cette grippe avant, soit alors ils ont déjà été immunisés. Ils peuvent être immunisés par les vaccins, soit alors ils ont déjà attrapé cette grippe et ce qui fait maintenant que les anticorps ont déjà été formés. Et en fait, l'immunité de groupe, c'est de créer des anticorps au sein d'une population afin de stopper la propagation de la maladie, du virus. Donc, quand les individus maintenant sont maintenant, ils sont ensemble, ces jeunes individus comme en Afrique, où une population est assez jeune, ce sont des individus parfois qui peuvent avoir des symptômes et lui, il va prendre un paracétamol et ça va partir. Mais déjà, la maladie peut se calmer facilement si peut-être il avait sa mère qui est vieillissante et tout. Donc, du coup, on permet donc que la population, l'immunité de groupe ne va pas éradiquer totalement la maladie, le virus, mais ça va diminuer la propagation rapide. Parce qu'on a vu cela avec le virus H1N1 en 2000, je crois en 2008. Les individus qui étaient nés avant 1957, on a fait en sorte qu'ils ne soient pas très exposés parce qu'ils avaient déjà fait face à un virus qui avait sévi, je crois, en 1920-1930. Ils avaient fait face à ce virus. Donc, du coup, ils avaient des anticorps, mais on a essayé de ne pas les exposer et de laisser beaucoup plus passer. Le SARS attrapait beaucoup plus les enfants. On essayait de les protéger, ces vieilles personnes. Or, en les protégeant, ça a maintenant fait que le virus mute. Le virus a maintenant muté et ça s'est transformé en H2N2, qui n'était plus le H1N1. Or, c'est la même chose. Par exemple, nos petites grippes qu'on a là. Parce que nous avons déjà contracté cela, les populations ont déjà contracté cela. Nous allons maintenant voir, il y aura des individus qui auront ces virus, qui vont avoir peut-être la grippe, mais ça ne va pas se transmettre facilement sur une autre personne parce que la plupart des individus ont déjà cette immunité. Et c'est ça aussi le rôle du vaccin. Le vaccin, en fait, vient juste freiner la propagation du virus, c'est-à-dire on vaccine des individus qui peuvent résister au vaccin. Parce que même les vieilles personnes, ce n'est pas tous les mondes où on met le vaccin. Par exemple, on peut mettre le vaccin et le vaccin est tellement fort pour le système immunitaire de l'individu et l'individu a des problèmes. Donc, on vaccine ceux qui peuvent résister et de telle manière que maintenant, ceux qui ont la maladie ne se propage plus rapidement. Donc, du coup, on peut maintenant contenir le peu de personnes qui sont malades dans ces hôpitaux et on les traite. Soit en attendant un vaccin, s'il n'y en a pas de vaccin, soit alors en pratiquant juste, comme je disais tantôt, en pratiquant juste le confinement. On les confine, juste on les met à l'abri et on essaie de contrôler le déplacement. Mais à ce moment, l'économie du pays ne continue à tourner. Parce que s'il faut vraiment pratiquer, avec ces trois exemples que j'ai donnés, j'ai parlé de l'aspect économique, l'aspect climatique et l'aspect, comment est-ce que je peux appeler ça, l'âge. Je me dis, théoriquement, l'Afrique l'Afrique est un continent, une zone où, pour ce virus, on peut pratiquer l'immunité de groupe. Ça, c'est théoriquement.
Mais pratiquement, nous avons des familles, nous avons tous des familles et nous ne voulons pas exposer. C'est même l'une des conséquences de cette immunité de groupe. Parce que la conséquence, c'est que, bon, pour atteindre un seuil d'immunité, il faudrait qu'un bon nombre d'individus contractent la maladie afin que l'organisme puisse développer des anticorps. Mais pour atteindre dans ce seuil, est-ce que ce sont des vies qui vont être sacrifiées? Peut-être ce sont des vies, mais comme j'ai dit tantôt, la population est jeune. Cette population qui est jeune, beaucoup contractent la maladie, beaucoup ont des symptômes, mais ils ne font pas la maladie. Parce que j'ai dit tantôt, la population, bon, Roger, pratiquement impossible et théoriquement possible. Bon, Roger, pratiquement impossible parce bon, pratiquement là, je ne veux pas prendre une position, je suis juste en train de dire, mais théoriquement et théoriquement aussi non. Théoriquement, ça a déjà été appliqué, comme j'ai dit tantôt, avec le virus H1N1 qui s'est transformé en H2N2. Ça s'est déjà appliqué avec la grippe saisonnière. Tu penses que la plupart des gens qui ont la grippe, que nous avons la grippe avant, quelqu'un dit j'ai la grippe là. C'est un virus. C'est un virus. Et quand il est arrivé, il a secoué, il a aussi secoué des gens. Mais maintenant, quand des gens contractent, ton ami peut avoir ce virus, ça ne peut pas se propager beaucoup dans la population. Pourquoi? Parce que la population est déjà immunisée à ce virus. La population, les anticorps ont déjà été formés. Ce qui fait que quand le virus là vient, le virus de la grippe saisonnière, quand ça vient, on ne se rend même pas compte que le virus est venu. On ne se rend même pas compte parce que c'est déjà, la population a déjà développé des anticorps. Quand on parle de virus, c'est pas, on ne voit pas seulement le sida ou alors le SARS-CoV-2. Il y a aussi le virus de la grippe saisonnière. C'est un virus qui est constamment, même ici en Europe, parfois tu as des périodes, les gens ont la toux, la gorge, machin, mais d'autres personnes le contractent parce que c'est un virus qui a déjà, les anticorps dans la population ont déjà reconnu ce virus. Donc, une petite minorité des gens vont avoir ça et ça va permettre aux médecins de contrôler ça. Donc, ça a déjà été prouvé, ça a déjà été fait. Théoriquement, ça a déjà été fait. Maintenant, le taux de décès sera super élevé. Le taux de décès sera super élevé dans les populations assez vieilles. J'ai dit tantôt, la population européenne, l'âge moyen de la population européenne, c'était 37,5 ans en 2003. En 2050, elle sera de 60 ans. L'âge moyen de la population en Europe, c'est 40 ans. Italie, plus de 42 ans. Allemagne, 41 ans. La population en Europe, déjà, c'est presque 40 ans. Au Niger et en Ouganda, l'Ouganda et le Niger sont les deux pays les plus jeunes du monde, où l'âge moyen, où il y a 49% de la population a moins de 15 ans. En 2012, l'Afrique avait 20%. En 2012, l'âge moyen de la population africaine était de 20 ans. Et l'âge maintenant de la population africaine est dans les... Comment est-ce qu'on peut dire ça? Est à 41% de la population africaine a moins de 15 ans. Donc, c'est une population, c'est l'un des continents où il y a des jeunes. Maintenant, le virus fait moins de ravages chez les jeunes. Le fait de mettre maintenant ce confinement peut entraîner la mutation du virus. Je ne suis pas virologue, je n'ai pas vraiment des bases vraiment assez. Ce sont des choses que j'ai faites depuis longtemps aussi. Mais le fait d'éviter, voilà pourquoi aussi les scientifiques se battent pour rapidement trouver le vaccin. Parce qu'il faut éviter que le virus mute. Il faut éviter que le virus mute. Or, tant que le virus n'a pas encore muté, et on a des individus qui sont des individus qui peuvent être des touch. Par exemple, parmi nous, il y a des gens qui ont déjà senti qu'ils ont, par exemple, la toux, ils ont peut-être la grippe, ils ont des machins. Personne ne peut prouver que ce n'est pas le Covid, le SARS-CoV-2 qui est le coronavirus qui est arrivé chez eux. Personne ne peut prouver ça. Peut-être c'est même ça. Mais après, le gars, demain ou 3 jours après, il guérit. C'est lui. Donc, il y a des gens qui portent. Donc, ça veut dire, et on montre que les jeunes portent ce virus. Maintenant, actuellement, les scientifiques sont en train de constater même que ce virus qui venait, par exemple, de la classe des oiseaux, ça venait presque de la classe des oiseaux, ou non pas la classe des oiseaux comment est-ce qu'on appelle ça, le pangolin. Actuellement, c'est rend même compte, certains ont fait des recherches à Wuhan, en Belgique, on a constaté, si je pense c'est un chat, que même un individu, on peut déjà cramer ça sur les chats. Alors que le virus est
un agent spécialisé qui attaque une cellule précise. Maintenant, si maintenant ces cellules précises qui l'attaquent, le Covid-19 c'est un virus zoonotique qui peut passer des animaux, qui attaque les animaux, qui peut passer des animaux à l'homme. Mais pour les animaux, il a un animal spécial qui l'attaque. Mais maintenant, si on se rend déjà compte qu'il attaque déjà, il peut déjà se trouver chez les chiens. Parce qu'on a vu, il y a des chiens, je crois un chien ou deux chiens en Chine, qu'on a constaté qu'ils peuvent déjà avoir le virus. On a constaté qu'en Belgique, il y a des chats, que les mecs ont transmis le virus. Ça veut dire que le virus, plus on prend le temps, plus parce que le virus a déjà l'ADN. Le virus n'a pas d'ADN. Mais lorsque le virus, les virions qui ont été formés, eux, ils ont l'ADN des cellules. Donc, ils peuvent maintenant faire les mêmes fonctions que des cellules. Et donc, du coup, ils peuvent s'adapter. Parce que nos cellules s'adaptent. Quand il fait froid, tu quittes de l'Afrique, tu viens en Europe, tu penses que c'est la magie quand tu t'adaptes. Tes cellules s'adaptent, les anticorps se créent. Le virus, maintenant, ayant l'ADN de la cellule, le virus qui a formé les virions, parce que le virus lui-même n'est pas actif, mais lorsque les virions ont été formés, ces virions qui sont presque des êtres vivants, ont déjà le matériel génétique qui leur permet de se déplacer. Donc, du coup, ces virus-là maintenant deviennent maintenant aussi comme des cellules. Et donc, du coup, ils peuvent maintenant muter. Donc, moi, je suis en train plutôt de dire que ce que nos autorités ont pris, c'est une très bonne décision. Parce que je ne peux pas aussi dire, moi déjà, je ne peux pas dire qu'il faut appliquer ça. Mais moi, j'ai regardé, j'ai dit, j'ai vu l'Angleterre voulait essayer ça. L'Angleterre ne peut pas essayer ça. En Europe même, on ne peut même pas essayer ça. Ce sera la catastrophe. On ne peut pas essayer. Donc, s'il faut même dire qu'il faut essayer, il faut essayer. Donc, du coup, je pense que je vais, pour ne pas perdre le temps, je vais arrêter. C'était juste pour parler de ça. Et le problème est qu'en contractant la maladie, beaucoup, bon, Gilbert Diki dit, le problème est qu'en contractant la maladie, beaucoup certainement périront. Même dans cette population en gravité jeune, certains ont des problèmes cardiaques et autres, donc forcément possèdent une faiblesse immunité. Et même ceux qui sont vieux d'emblée se sentiront exposés face à une telle résolution. Comme j'ai dit tantôt, si tu es dans ma page des protections de l'environnement, parce que moi je suis beaucoup plus calé, bon, pas que je suis calé, je suis dans l'environnement, j'ai écrit un essai sur la pollution qui est en Afrique, la pollution de l'air. C'est aussi cette pollution des gaz, enfin, l'essence qu'on utilise là. Parce que l'essence qu'on utilise ici en Europe est différente de l'essence. Bon, je ne vais pas entrer dans les débats politiques et machin. Mais cette essence a aussi joue un rôle défavorable au niveau du système immunitaire de beaucoup d'entre nous et même de beaucoup de frères. Et ça rend déjà la population, même si elle est jeune, ça rend la population assez avec des problèmes cardiaques. Mais, comme j'ai dit tantôt, le virus est farouche pour des systèmes immunitaires déjà défaillants. Ça. Et l'immunité de groupe, si je dis bien encore, l'immunité de groupe n'est pas là pour faire disparaître le virus. Même le vaccin qui va venir, le vaccin ne va pas faire disparaître le virus. Le vaccin joue le rôle d'immunité. Ça veut dire qu'on vaccine certaines personnes de telle manière pour empêcher la propagation du virus. Parce que ces personnes qui sont vaccinées sont maintenant immunisées. C'est donc ça l'immunité de groupe. Donc l'immunité de groupe permet maintenant, il y a des personnes qui sont capables de porter la maladie et d'avoir les anticorps qui leur permettent de guérir seuls. Maintenant, cette maladie, ces personnes-là maintenant, avec le contact, les anticorps, quand je tombe, il y a des gens qui tombent malades vraiment et ils guérissent de lui-même. Il y a des gens qui portent ça, ils n'ont même pas de problème. Donc, toutes ces personnes-là mélangées maintenant vont faire ensemble et aussi quand tu attrapes la maladie, il est aussi assez difficile que tu retombes malade. Même si certains cas ont déjà été signalés en Chine, mais bon, en Chine. Et donc, du coup, quand vous avez déjà développé cette immunité de groupe, il y a des gens qui seront toujours malades, mais ça ne sera plus, ça sera, je prends un peu le cas de la toux, de la grippe H, de la grippe saisonnière. C'est une grippe qui est aussi un virus, mais quand elle vient dans une population, tu ne peux pas te rendre compte qu'il y a un virus.
tu ne peux pas te rendre compte parce que la plupart de la population a déjà été immunisée par ça. C'est donc ça aussi le rôle de limiter le groupe. Donc certains enfants qui auront les machines cardiaques, oui, il y aura des conséquences. Parce que même le confinement, il y a des conséquences. Les gens sont toujours en train de mourir. Les gens continuent à mourir. Les gens continuent à mourir. Donc, je ne vais pas dire comme si c'est une solution qui ne va pas empêcher toujours les morts. Et je ne suis même pas en train de dire que c'est une solution est-ce qu'on peut pratiquer. Mais j'ai dit, s'il faut même parler de là où il faut appliquer ça. Parce que nous, on n'a pas tout le matériel pour dire qu'on va pratiquer le confinement comme en Europe. Tu ne peux pas, des gens en Europe ici, je disais tantôt, moi je travaille depuis la maison. Combien de personnes peuvent travailler depuis la maison au pays? La plupart des personnes font d'abord des boulots qui sont au jour le jour. Tu vas travailler comment? C'est un peu pratique, c'est un peu, les enfants fréquentent ici à distance. On fréquente comment à distance au pays? Bon, donc, je pense que c'est un peu, j'ai dit, donc si je comprends bien, le virus n'est pas dangereux. Le virus est dangereux. Le virus, d'abord, c'est un agent pathogène, c'est un agent infectieux. Qui dit agent infectieux, on dit un agent qui n'est pas reconnaissable par nos anticorps. Donc déjà, le virus en lui-même, déjà, c'est quelque chose qui est dangereux pour l'être humain, pour une cellule vivante, pour tout organisme. Mais maintenant, le virus attaque quoi? Les alvéoles pulmonaires. Le virus attaque quoi? Le virus attaque les systèmes respiratoires. C'est un virus qui attaque le système respiratoire. Et le système respiratoire est c'est presque au niveau du poumon. Le virus a les personnes, déjà même pour voir, il faut voir quand on soigne, on fait ce machin de tubes, comme les tubes là. Il y a beaucoup de chromatisme. Je pense qu'on met le tube au niveau de la bouche, on te tourne. Et donc, les vieilles personnes, déjà même, résistent moins à ça. Le système immunitaire n'est pas assez adapté. Même quand tu es même vraiment malade, on te met ça, le système immunitaire n'est pas vraiment adapté. Donc, les jeunes résistent plus. Ça ne dit pas tous les jeunes. Il y a des jeunes qui ont, mais la majorité des jeunes résistent. C'est-à-dire ils sont des porteurs sains, soit ils sont des porteurs sains, soit ils guérissent seuls de la maladie. Il est vraiment pour ce virus respiratoire est vraiment hyper dangereux pour des personnes ayant un système immunitaire défaillant et des personnes âgées. Les jeunes sont un danger pour les vieux. Voilà pourquoi on dit maintenant qu'il faut partir au confinement parce qu'il ne faudrait pas que les jeunes contractent maintenant la maladie, mais viennent maintenant donner ça aux vieux. Les likes Instagram, c'est vrai. S'ils ne souffrent déjà pas d'aucun... Bon, Reine Imekou, s'ils ne souffrent déjà pas d'aucun mal, nous avons beaucoup de jeunes en insuffisance cardiaque, par exemple, qui ignorent qu'ils sont malades ou des enfants. Ouais. Du coup, nous avons déjà fait plus d'une heure. Et merci vraiment pour cette question. Je pense que nous avons presque essayé de parcourir. Je pense qu'une condition première pour pratiquer l'immunité collective, c'est le système médical et surtout la capacité à accueillir beaucoup de malades. En Afrique, aucun pays a cette capacité et même en Europe. Ça, c'est... Roger, tu prends dans un sens au niveau des conséquences. Parce que dans toute étude scientifique, il y a les avantages et les inconvénients. Quand le professeur Raoul a sorti le machin de la chloroquine, il a sorti le côté avantage. Il y a des professeurs aussi qui sortent le côté inconvénient parce que tout médicament a, comment est-ce qu'on appelle ça encore dans les sciences, le feedback. Genre, je parlais du système, la réaction, voilà, la réaction de tout médicament. Parce que le médicament, c'est aussi un agent étranger qui entre dans la cellule. Et donc, certaines cellules, certains organismes réagissent de façon énergétique et ça peut causer même des anomalies à l'organisme qui vient. Donc, tout médicament a des réactions fortes. Maintenant, le système, donc quand tu prends au niveau du système médical, ça c'est sur l'aspect technique. Et tu prends au niveau, parce que quand on fait des études d'épidémiologie, j'ai des camarades qui sont actuellement engagés dans l'épidémiologie en Afrique.
Quand ils font les études d'épidémiologie pour ce Covid, on ne prend pas un seul côté, on prend les deux côtés. Même quand ils font le confinement, ils prennent les deux côtés. Même quand on pratique, on sait déjà qu'il y aura les cadavres. Mais on prend où est-ce qu'il y aura moins de cadavres? Où est-ce que ça va se passer? Donc, du coup, toi, tu prends un côté, oui, la capacité d'accueillir beaucoup de malades, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais en Turquie, qu'est-ce qu'ils font? Ils empêchent les vieux de. Ils empêchent les malades de sortir. Et maintenant, on mise sur le fait que, comme c'est une maladie qui peut être. Je ne dis pas que la Turquie fait ça, mais moi, je dis maintenant, ça c'est maintenant moi. Maintenant, comme si on empêche que nos vieux sortent, soient vraiment en contact avec la population. Et cela aussi ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter les distanciations. Même quand les jeunes là sont dehors, ils ne doivent pas s'embrasser comme des amis, ils doivent se saluer comme si rien n'était. Non. Mais ils respectent la distance. Mais toutes les activités continuent à fonctionner, histoire de permettre que le virus puisse reconnaître l'environnement pour que les anticorps puissent se créer. En épidémiologie, il n'y a pas de lutte vraiment parfaite. En épidémiologie, il n'y a pas de lutte vraiment parfaite. Surtout pour un virus, pour une pandémie, il n'y a pas vraiment de lutte parfaite. Pour stopper vraiment cette pandémie, il faut qu'on prenne des mesures vraiment. Parce que tu vois, beaucoup de gens perdent leur boulot, les gens, c'est dur, c'est dur. Donc ça veut dire que les mesures sont dures, même la France partout, tout le monde ferme, c'est pas tout le monde qui est content de fermer. Donc ça veut dire que si nous, on fait avec notre système de santé qu'on a, nous, on a une population jeune. Cette population jeune peut résister, peut techniquement résister à cette maladie. Ceux qui vont même tomber malades, ce sont des personnes qui peuvent tomber malades et se guérir seules. Parce que même la maladie, on dit que la maladie, il faut aller avec ça, il faut se soigner seul à la maison. Première des choses, moi, quand j'entends te dire reste chez toi si tu as les signes. En principe, si tu as les signes, va à l'hôpital. Mais on te dit reste chez toi. Bon, le reste chez toi là, c'est pourquoi tu meurs. Est-ce que tu meurs dans la maison? On te dit reste chez toi, c'est pour mourir. Donc, ça veut dire qu'on te dit reste chez toi, bats-toi d'abord, que ton organisme, si techniquement, se batte pour te réveiller, pour te faire. Et techniquement, c'est les jeunes personnes ont ce système. Faut pas qu'on parle le rester chez vous là, pour moi, c'est moi-même, je suis choqué, je sens, tu as un problème de respiration, tu tousses, tu veux partir, on dit que reste chez toi. Tu restes chez toi faire quoi? Et on te dit, attends, repose-toi. Techniquement, la maladie prend quelques jours pour partir. Mais moi, il y a eu peut-être, moi personnellement, il y a eu des signes comme ça que j'ai l'impression que c'est même, après 3 jours, c'est encore parti. Je dis moi-même franchement. Donc, je me dis, beaucoup parmi nous ont peut-être déjà contracté ça, mais après, ils ont encore guéri d'eux-mêmes. Bref, c'était juste pour donner ma participation. Je vais couper le direct là maintenant. Et je vous remercie tous et surtout, respectons les mesures que l'OMS a prises et respectons les mesures prises par les autorités de nos pays d'accueil et surtout africaines. Et respectons aussi les mesures de santé et surtout que Dieu nous protège parce que sans Dieu, pour nous les chrétiens, sans Dieu, tu ne peux pas échapper à cette maladie. Donc c'est que Dieu nous protège, que vraiment cette histoire passe, que ça finisse vraiment. On est déjà vraiment, moi je suis déjà fatigué de rester là, fatigué vraiment. Donc, du coup, bon, je vous souhaite donc une bonne journée et au revoir.